Bonjour à toi, cher spectateur, et à peine une semaine après que le papa ait sorti la suite de The Equalizer, regardons le film avec le fiston, John David Washington, ou Black Klansman, réalisé par Spike Lee, qui a eu le Grand Prix au dernier festival de Cannes. L'histoire, c'est celle de Ron, qui, à la fin des années 70, va débarquer dans la police de Colorado Springs. C'est le premier noir, en fait, à être recruté à cette période-là, dans cette police-là. Et au début, il galère un petit peu dans les archives, mais rapidement, il va réussir à se faire muter à l'intelligence, et c'est à ce moment-là qu'il a une idée un peu saugrenue, celle de passer un coup de fil au Ku Klux Klan et de demander sa carte de membre. Je limiterai le pitch uniquement à ça, parce que je trouve très drôle de finir sur cette petite note un peu étrange. Pour en parler avec moi, ce cher Colin. Comment vas-tu, Colin, depuis Jurassic World? Très bien. Bon, eh bien tant mieux. Toi, tu avais déjà eu l'occasion de le voir une première fois, là on l'a revu une deuxième fois, quand il est passé en avant-première. Black Klansman, alors c'est pour tout le monde, c'est quasiment annoncé comme le grand retour de Spike Lee, parce que Spike Lee il est quand même resté absent un bon petit moment des salles de cinéma. Ça va faire depuis son Old Boy. Il a sorti quelques autres films aux États-Unis mais qui ne sont pas arrivés jusque chez nous, notamment des documentaires qu'il a fait sur Netflix et des petits projets de court-métrage qu'il a fait à gauche et à droite. Mais voilà, on va dire que les gens étaient restés sur un autre Old Boy qui était Pas ouf. pas ouf, c'était un peu un remake plan par plan avec beaucoup moins de subtilité. Et du coup, les gens se demandaient vraiment ce que Spike Lee allait faire. Et au-delà du Grand Prix, à Cannes, tout le monde est sorti unanime en disant que c'était le grand retour de Spike Lee, que c'était du cinéma militant, mais également une comédie satirique, en même temps qu'un film politique, qu'un drame policier. C'était un petit peu tout à la fois, ce film. Ça avait l'air d'être assez inclassable en même temps que clair dans sa démarche. Et du coup, en arrivant dans les salles, moi déjà, la première question que je me posais, c'est quel public il a envie de conquérir, Spike Lee? Pourquoi il sort ce film-là aujourd'hui? Et en fait, au fur et à mesure que le film s'est déroulé, on a eu un petit peu des réponses. Et c'est à ce moment-là que je me tourne vers toi, Colin, et que je te demande ce que tu as pensé de Black Klansman Bah, en deux visionnages. en ce qui me concerne, alors que j'attendais un peu le film, parce que c'est quand même une histoire de dingue, je me disais putain, il y a un noir qui a infiltré Ku Klux Klan, mais comment c'est possible? Donc j'attendais un peu le film, mais pas non plus spécialement. Personnellement, c'est une de mes claques de l'année, et ça va rester comme un de mes gros coups de cœur de 2018, parce que c'est trop bien. Et, et en fait, j'ai été vachement surpris. Je connais pas tant que ça le cinéma Spike Lee en fait, parce que moi j'ai vu que ces films. J'ai dû voir Inside Man et Old Boy, et c'est tout. En fait, j'ai pas vu ses premiers, donc Do the Right Thing et Dora Miller, je crois, c'est son premier. Donc j'ai pas trop vu ce côté-là, et en fait, j'ai été très surpris du côté extrêmement comique du film, parce qu'on sent que même si c'est une histoire qui se prête naturellement à un film militant, pendant tout le film, on appuie sur le fait que c'est une histoire qui est débile, Et absurde. et complètement absurde et presque ridicule, et du coup le film marie super bien les tons et il passe tout seul, et du coup c'est extrêmement réussi. Oh oui, je ne peux qu'approuver là-dessus. Alors moi je t'avoue que je l'ai pas pris comme une claque, même si la fin elle m'a laissé sur le cul. Donc, voilà, ça on l'évoquera pas, mais la fin est très très bien foutue. Mais c'est un film d'une grande intelligence. C'est un film qui est actuel en même temps qu'universel, parce que ça parle d'un combat qui est encore aujourd'hui d'actualité, comme le montrent d'ailleurs les images du fin du long métrage. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui, comme tu le disais si bien, et c'est ça qui me plaît, c'est que ça marie les tons. Et c'est très compliqué avec ce genre de sujet de se dire on va à la fois être comique, mais en même temps être dramatique, mais en même temps être proche de l'absurde, tout en étant clair dans la démarche, tout en amenant un petit peu de romance par moment, sans trop appuyer, en étant un hommage au cinéma, tout en étant avant tout une œuvre qui est originale dans sa forme et dans son concept. C'est un film qui développe beaucoup de choses, et je trouve que c'est très intelligent de la part de Spike Lee aujourd'hui de ne pas choisir justement de s'enfermer là où son dernier film était la démonstration parfaite de ça, de s'enfermer uniquement dans le passé et de regarder des œuvres derrière soi qui ont eu une grosse influence, et de se dire ah aujourd'hui ça peut avoir une influence, alors que ça servait à rien, même pas 10 ans après la sortie de Old Boy, de faire un remake du film. Ça avait aucune importance, et puis en plus Spike Lee donnait aucune profondeur au long métrage, mais ça c'est un autre débat. En ce qui concerne Black Klansman, je trouve que le film est d'une grande finesse, d'une grande subtilité. C'est à la fois un long métrage qui va diviser. Ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Colin, c'est un film qui va... Je suis pas. Moi, je pense que ça va diviser, parce qu'il y a des gens qui vont vraiment adorer, et il y en a d'autres qui, et ça c'est mon gros souci, je pense, vont détourner le propos de base du film, parce que le propos de base est voué à être pris par certains comme d'une manière et par d'autres comme d'une autre. Et c'est, je pense, ce qui va être dommage à la vraie Après, sortie du film. je pense que les gens qui vont avoir du problème avec le propos du film
ça va peut-être être les gens qui vont être visés par le propos du film. Forcément. Et je sais pas si... À mon avis, les gens qui essaient de défendre le film vont plutôt être unanimes, mais oui. je sais pas trop comment le film va se faire accueillir. J'espère qu'il va bien se faire accueillir, parce que, encore une fois, je dis, moi j'ai adoré. Mais je suis pas sûr qu'il va diviser, mais il pourrait. Je sais pas si c'est aussi in your face que ses premiers films. Ah non, non, non. Là, c'est peut-être plus grand public. C'est plus grand public, ça c'est clair et net. Il a vraiment laissé de côté certains. En fait, il a laissé des points de son militantisme de côté pour mettre en avant surtout les points qui sont forts. Si tu regardes ses premiers films, à l'époque, ça avait vraiment. Enfin, il n'était pas loin de créer des émeutes des fois pour la sortie de ses films à une époque. Enfin, là, honnêtement, je vois pas comment il pourrait y avoir une émeute autour de la sortie de son film, hormis de la part des gars de Charlottesville qui supporteraient pas les images de fin. Mais sinon, ouais, en fait, ce que je pense, c'est que le film est ni blanc ni noir. Ça, c'est souvent pointé du doigt durant le long métrage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de racisme normal, il n'y a pas d'antiracisme. C'est vraiment un film qui évoque les deux côtés et qui montre les aspects négatifs presque des deux côtés. Qui montre que voilà, les Noirs avaient tendance à avoir une telle peur de ce qui pouvait se passer dehors qu'ils étaient prêts à prendre les armes, mais heureusement ils ne l'ont pas toujours fait. Et du côté des Blancs, bah, on a le Ku Klux Klan qui lui est un extrême total, mais est assez symbolique d'une certaine Amérique qui est en train de revenir aujourd'hui. Et Spike Lee s'en cache pas, il n'aime pas Donald Trump, comme beaucoup de gens à Hollywood, mais peut-être lui, il a vraiment envie de lui cracher sur la gueule, je pense. Et je pense qu'au travers de ce film, il a vraiment surtout voulu montrer en fait que la haine ne peut pas engendrer de paix. La haine ne fera qu'engendrer de la haine. Et qu'est-ce qu'il y a au sein de la haine? Bah, il y a des morts, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont peur, et il y a des gens qui tout simplement ne peuvent pas vivre. Bah, moi je trouve qu'il y a une scène qui synthétise très bien le propos du film, et qui fait que qui montre que le film est beaucoup plus utile qu'il y paraît. C'est la scène, alors je vais essayer de la dire sans spoiler. Tu sais, quand on a en parallèle le récit de... En gros, on a une initiation et en même temps on a une petite histoire sur sur un homme qui a dégusté clairement le racisme d'une Amérique qui visiblement n'était pas très ouverte d'esprit. Non. Et en fait, les deux scènes sont mises en parallèle. Et ça se termine sur les mêmes mots à peu près. Et ce que je trouve extrêmement intéressant de cette scène, c'est que ça aurait pu se résumer à ah, regardez, c'est les deux extrêmes, ils sont pas très gentils. Et en fait, ça montre que la haine d'un côté a engendré donc, les horreurs de l'autre qui amènent à une haine et du coup on se retrouve dans un cercle sans fin. En fait, la séquence est vraiment construite comme un cercle et se résume pas à faut pas aller aux extrêmes, c'est pas bien. Le film est beaucoup plus complexe que juste essayer de dire que être méchant c'est pas gentil, et essaye de montrer un petit peu les raisons qui peuvent pousser à partir vers la haine tout en montrant que c'est des impasses complètes. Ouais, c'est ça. Je te propose qu'on passe au scénario, qui va quand même nécessiter pas mal d'analyse parce qu'il est quand même assez compliqué et écrit par beaucoup de monde. Il est écrit par Spike Lee, par Charlie Watchell, par David Rabinowitz et par Kevin Willmott. Kevin Willmott qui a déjà bossé à plusieurs reprises avec Spike Lee. Ça, c'est un truc que j'ai vu dernièrement, notamment sur son dernier film qui n'est jamais sorti en France. J'aime beaucoup la structure du scénar. Parce que, comme tu disais, au-delà du mélange des tons, qui se ressent surtout dans l'écriture, plus dans l'écriture d'ailleurs que la mise en scène, qui elle est plus un hommage à la Blaxploitation, comme on en parlera après. Mais dans l'écriture, il y a vraiment ce mélange des tons, cette sensation qu'à la fois c'est un film très sérieux sur un mec qui a envie de faire tomber le Ku Klux Klan, et en même temps c'est au-delà d'être, voilà, on pourrait le prendre comme ça. En gros, c'est soit l'histoire d'un mec qui va infiltrer le Ku Klux Klan pour le faire tomber, et soit là, on rentre dans l'aspect comique, c'est l'histoire d'un noir qui a envie de faire chier le Ku Klux Klan et qui se dit bah, je vais me faire passer pour un blanc et je vais les infiltrer. Bah, je vais un petit peu déborder sur la mise en scène, mais genre la scène où il appelle le Ku Klux Klan, la façon dont c'est tourné, c'est vraiment il se faisait chier au bureau, il a vu l'annonce, il a fait oh lol. C'est assez génial. Et d'ailleurs, c'est très drôle la manière avec laquelle elle est construite la séquence, parce qu'en termes d'écriture, c'est genre il décide d'appeler le Ku Klux Klan, c'est fut. Oui, bonjour, c'est Ron Stallworth. J'aimerais beaucoup adhérer à vos idées et du coup, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre votre clan. Voilà, je m'appelle Ron Stallworth, n'hésitez pas à me rappeler. Il attend, et 2 secondes plus tard, ça rappelle. Et là, il décroche le téléphone, et il y a cette scène qui est juste géniale, où il mitonne, mais tout du long, où c'est genre vraiment, oui, quelles sont vos idées. Il dit les pires horreurs possibles, il dit je déteste les nègres, c'est sale babon et tout, et on voit tous ses collègues de l'Open Space qui se retournent en mode. Qu'est-ce qui se passe, mec? Et moi, ce que j'aime bien, c'est la ponctuation de fin de la séquence. Où t'as tout le monde qui se retourne et qui fait
tu lui as pas donné ton vrai nom en plus. Oui, en Et plus, lui, il s'entend et qui fait oh merde. oui, quelqu'un lui fait la remarque. Et je trouve ça génial genre, d'avoir une histoire qui pourrait se prêter. Parce que c'est un peu le problème. J'avais appris il y a assez longtemps en fait que Hollywood comptait faire une adaptation de cette histoire-là. Et j'avais peur qu'on tombe un peu dans le film à Oscar en mode l'histoire vraie incroyable d'un homme qui a infiltré le Ku Klux Klan et tout. Et en fait, le film assume complètement que le gars a lancé ça parce qu'il s'emmerdait au bureau et qu'il s'est retrouvé pris là-dedans et qu'au final, bah, évidemment, il s'est impliqué parce qu'il était directement concerné. Mais le film n'oublie pas de rappeler à quel point c'est une histoire qui est finalement assez débile et qui du coup est encore plus forte pour dénoncer le Ku Klux Klan parce que ça montre à quel point les mecs sont cons. Oui. Parce qu'ils ont une affaire qui nique complètement tout leur discours, mais ils sont en mode non, c'est pas vrai. Non, non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas recruté un noir dans le Ku Klux Klan, on n'a pas fait, on n'a pas fait exprès. Il était au téléphone et puis ensuite il s'est montré et il était blanc. Non, mais comme tu dis, moi c'est ça que j'aime bien, c'est justement le fait que tout le long du film on a la sensation qu'il y a des scènes qui soient hyper sérieuses, genre voilà des scènes d'immersion ou des choses comme ça, et qu'il y a tout le temps des ponctuations, comme tu dis, débilité, qui font ressortir à quel point l'être humain, lorsqu'il est véhiculé par des idées qui sont vraiment réductrices, voire même absolument connes, il va devenir débile. Mais pas débile genre con, débile de manière congénitale. Il va être capable de faire les pires conneries de l'histoire de l'humanité et de passer littéralement pour un crétin. Je suis désolé, mais moi j'adore cette scène avec Félix où le mec va lui faire passer un test de... Un test de judéité. Un test de mensonge juif. Tu vas passer ce test de mensonge juif. Mais ça, c'est juste une machine à détecter les mensonges. Il y a cette réplique que je trouve géniale. Du coup, alors, pour mettre un peu de contexte, Félix c'est un membre du clan dans le film, et le collègue blanc de Stalworth qui se fait passer pour lui est avec Félix, et Félix lui fait ouais, baisse ton pantalon, les juifs. Félix dit juste les juifs font un truc bizarre avec leur bite. Genre, ça montre à quel point le mec est vraiment un plouc complet, genre il a aucune culture, il sait même pas ce que c'est, mais comment la réplique est formulée, c'est vraiment drôle si quoi. Baisse ton pantalon, je sais que les juifs ils ont un truc bizarre sur les legs. C'est ça, ouais, mais j'ai pas envie de te montrer la thème. Et après, il y a tout un dialogue, mais encore plus absurde, où du coup, le mec lui fait la remarque, mais pourquoi tu veux avoir ma bite, t'es PD? Je croyais qu'on n'acceptait pas les PD, mais... Et il y a plein de scènes comme ça, ça pourrait être des scènes de tension, et ça arrive à garder le côté tension, tout en te rappelant que ces mecs sont débiles, genre foncièrement. Et c'est super bien foutu. Ah non, mais il y a plein de séquences comme ça où il y a vraiment ce jeu, comme tu dis, de garder une tension, mais de créer une vraie débilité. Bah, par exemple, la fameuse séquence dont on parlait avec la boîte aux lettres, la structure de la séquence est assez exceptionnelle parce que c'est une séquence de tension. C'est presque du Buster Keaton finalement. Non, mais c'est assez dingue. Mais en gros, c'est une séquence qui suppose amener une tension, mais palpable, où genre vraiment, à ce moment-là, c'est la bascule. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on arrive quasiment à la fin du film, cette séquence-là, on sait que ça peut être la bascule qui va faire que le film va passer soit du côté hyper militant, soit qui va rester vraiment sur la ligne droite du long métrage. Et la manière avec laquelle il est conçu, c'est juste assez exceptionnel, parce qu'il y a une espèce de montée en tension où le personnage est tellement con qu'il finit par faire la pire connerie possible, imaginer avoir la meilleure idée du monde, et en fait non. Elle fait la pire connerie possible et c'est magistral la manière avec laquelle tout en gérant le double ton avec du coup ce qui arrive à Stalworth quand il arrive sur le lieu du crime, en montrant que oui il y a le clan qui est un extrême mais c'est un problème plus global. Et en montrant en plus un autre sous-texte qui est que la police est un petit peu extrême parce que des fois elle ne pense pas à demander à un agent de police s'il a son badge sur lui. La différence de réaction quand les deux agents arrivent, je trouve ça génial. Ouais, enfin, non. Mais il y a tout un jeu là-dessus qui est très très bien foutu, en plus sous l'ouverture d'esprit. Même si, je t'avouerais que la séquence où on arrive à la fin, où Ron rentre dans le bureau et où il check un petit peu tout le monde, j'étais en train de me dire que c'était peut-être trop en fait. Que je trouvais que cette séquence-là, elle était peut-être pas forcément nécessaire, parce qu'au vu du reste du film, cette scène-là, elle sonne trop comme la happy ending, pas forcément trop nécessaire. Ouais, mais pour le casser, il y a la réplique du chef à la fin. Après, ouais, mais justement, cette séquence-là, je trouvais qu'elle faisait trop joyeuse. Elle serait arrêtée juste au joyeux, ça m'aurait gêné aussi, mais le fait qu'on ait quelque chose qui casse tout de suite à la fin de la séquence... Ouais, après, il y a ça. Mais je t'avoue que j'aimais bien juste son entrée dans le bureau, et c'est tout. Le fait que tous ses potes flics le saluent, qu'ils lui disent bonjour, qu'il y ait personne qui le bouscule, je trouvais ça vachement bien. Et le fait que quand il rentre dans le bureau, c'est genre l'euphorie et tout le monde se fait des hugs, là j'étais un peu en mode... Ouais, c'est un peu grossier. Je trouvais ça juste grossier en fait. C'est un peu kitschou, mais je trouve que ça va bien avec le côté rétro du film. Oui, ça c'est vrai.
Mais après, en termes d'écriture, moi, il y a une séquence que je trouve assez jubilatoire et qui va avec le côté con, et en même temps extrêmement militant, tout en étant... Enfin, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a envie de dire « Ah, mais c'est débile !» Mais en même temps, c'est drôle, en même temps, c'est militant, mais c'est vraiment con, quand même. Ouais. C'est la séquence où il y a Félix et sa femme qui sont dans le lit, c'est en train de se cajoler et de se faire des câlins, et c'est genre, elle est trop heureuse, parce que c'est genre « Oh, on va enfin tuer des noirs, depuis le temps que j'attends, mon chéri. » Et oui, je t'avais promis ça, bébé. Ce qui est génial, ouais, c'est que c'est écrit vraiment comme la scène la plus romantique du monde, avec un vieil éclairage de film porno M6 du dimanche soir. Mais ils ont des propos horribles, et du coup il y a un décalage où t'es juste en mode attends, ils sont vraiment en train de bander parce qu'ils vont dire qu'ils vont tuer des noirs, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête, ces pauvres gens, enfin, mais ça montre une mentalité en fait qui peut nous sembler absurde, mais qui à l'époque semblait tellement logique, et c'est d'ailleurs très bien illustré par la séquence d'introduction en fait. Le film s'ouvre sur une séquence de Autant n'emporte le vent, et enchaîne sur Alec Baldwin qui joue un professeur, c'est ce qui est dit, à mon avis c'est plus un représentant du Ku Klux Klan, mais il est noté comme professeur, et où il fait tout un discours comme quoi les noirs ont gangréné la société, et que les juifs dirigent tout, et les PD c'est le mal absolu. Et en fait, t'as vu la différence toi, donc tu peux mieux juger. La première fois que tu l'as vu, les gens ont beaucoup rigolé visiblement à cette séquence-là, parce que c'est vraiment absurde. C'est ça. Ça commence dans un truc extrêmement sérieux, et au fur et à mesure, ça en rajoute des trucs. Et en plus, il y a le fait qu'Alec Baldwin se reprenne, et qu'on entende juste « Non, faut que tu le dises comme ça !» ça, oui. En fait, au début, la séquence est très sérieuse, on se dit « Waouh, le film il déconne pas », et en fait, petit à petit, le film tourne en ridicule avec Baldwin parce que genre il connaît pas son texte. Il est en train de se racler la gorge. Il hésite des genre mots. en plein milieu d'une phrase il fait donc oui je disais les noirs. Et ils vont gangréner la société, nous imputer. Non, c'est pas nous imputer, c'est quoi? Nous amputer. Nous amputer, c'est ça, nous amputer. Ils vont... Ouais, du coup la séquence devient vraiment hilarante alors qu'elle ne devrait pas, et encore une fois c'est vraiment des trucs d'écriture, juste d'arriver à soit à tourner en ridicule, soit à rendre la situation tellement grotesque. Ça va être bizarre ce que je veux dire, mais au bout d'un moment les mecs sont tellement racistes que ça en devient absurde. Oui, c'est ça. Tu te dis c'est pas possible d'être aussi raciste. C'est pas possible d'être autant dans la haine et de ne pas réfléchir en fait à ce qu'on dit, mais Bah surtout je me rends compte qu'en fait des propos comme ça, les seules fois où j'ai entendu c'était genre dans des vidéos d'internet où c'était clairement pour se foutre de leur gueule en fait. C'est ça qui est ouf. T'as l'impression de mater les mecs de South Park ou... C'est ça qui est ouf. Ah non mais c'est dingue. En termes de mise en scène, notre cher Spike Lee a quand même une idée précise en tête ici, et c'est d'ailleurs très bien illustré dans un plan qu'on voit dans la bande-annonce, et je trouve ça dommage qu'on le voit dans la bande-annonce parce que c'est le plan de fin, où on voit les deux personnages principaux avancer avec les flingues comme ça. C'est, tu le disais si bien en dehors de la vidéo, un hommage à la Blaxploitation. Complètement. C'est jamais caché, c'est complètement ouvert, et quand on arrive carrément à une séquence où on aligne des coffees, des shafts, etc. Mais on voit les affiches qui s'affichent. D'ailleurs, très joli jeu et très intéressant en même temps. Ça peut être très foireux comme concept parce que ça fait un peu vidéo YouTube. Mais au final, ça marche bien. Mais au final, ça marche très très bien parce que moi, c'est l'un des points sur lesquels j'ai trouvé le film très intéressant. J'ai senti qu'il y avait des moments où Spike Lee, au-delà de rendre un hommage à la Blaxploitation, il était un peu dans l'expérimental. Il tentait quelques trucs en termes de mise en scène, de montage, les split screen, les comparaisons, les raccords. Il y a quelques trucs, et je pense que c'est pour ça vraiment qu'il a eu le Grand Prix, au-delà du propos, de la manière avec laquelle il est formulé. C'est qu'il y a vraiment ce côté, Spike Lee, il a dit « Ok, j'ai merdé avec Old Boy, j'ai fait quelques autres films entre-temps, mais vous les avez pas vus. Celui-là, ça va être mon vrai retour parce que je vais retenter des choses. Je vais reproposer un cinéma qui est moins classique, qui est plus expérimental, où vous allez avoir la sensation qu'il va y avoir des choses qui sont pas forcément raccordes sur le papier, mais qui ensuite se complètent bien. Et notamment ces espèces d'idées très drôles, je trouve, en un sens, de montrer la faune du Colorado. Il y a beaucoup de plans où il filme des grands champs, ou des arbres, ou des montagnes, et pour mettre un peu l'intrigue dans son contexte. C'est pour mettre l'intrigue dans son contexte, et au-delà de ça, je pense que c'est pour montrer que c'est un cadre qui semble tellement idyllique aujourd'hui, où c'est touristique presque, qu'on se dit c'est pas possible qu'à cet endroit-là, il y ait eu le berceau, entre guillemets, de la haine américaine dans son sens le plus pur en fait. Et je trouve ça assez génial justement de resituer le contexte, de faire limite des plans, on dirait un peu des stock shots, et de derrière vraiment avoir ce propos qui est très fort. Et moi je trouve ça très très juste. Même moi je trouve qu'il y a des idées de montage assez audacieuses. Rien que le fait de commencer avec une séquence d'Autant n'importe le vent, c'est vrai que... Alors il y avait un ami qui était avec moi quand je l'ai revu une deuxième fois, et
quand on n'a pas la référence d'Autant en emporte le vent, c'est vrai qu'on se dit bah pourquoi il commence par cet extrait-là, qu'est-ce que c'est le rapport? En fait, on peut carrément se dire qu'on s'est planté de film. C'est ça, oui, bah oui, mon pote m'a dit au début, je me disais putain, on s'est gouré de ça là. Mais c'est un peu particulier parce que on disait que Spike Lee revenait un truc grand public, mais ça n'empêche pas de faire des trucs où peut-être que ça va perdre un peu des gens, même si bon après la référence, vu qu'il y a le drapeau sudiste à la fin, on comprend Oui, ce qu'il veut voilà. dire quand même. Mais même dans la séquence d'après avec Alec Baldwin, tu sais, il y a des espèces de moments où genre Alec Baldwin est éclairé entièrement en rouge, Oui. où genre il y a une espèce d'aplat de couleur sur, parce qu'il est devant une projection en fait. Ouais. Et Il y avait une projection de vieux films muets, et notamment de La naissance d'une nation. Parce que tout le film est quasiment basé sur le fait que Spike Lee est profondément la naissance d'une nation. Parce que dans l'histoire américaine, forcément aujourd'hui, si vous allez dans une école de cinéma, on va vous parler de La naissance d'une nation. Parce que c'est un film de D.W. Griffith, c'est une œuvre muette de 3 heures, ça raconte toute la genèse du Ku Klux Klan. Donc forcément, ça avait géré Sarah son nouveau montage. Voilà, c'est un film qui est révolutionnaire en termes de cinéma, mais en termes de propos, c'est le film qui a fait renaître le Ku Klux Klan quand même. Donc il faut le remettre dans ce contexte-là. Donc pour Spike Lee, c'était essentiel de le replacer. Et d'ailleurs, c'est très juste, la fameuse séquence d'initiation se conclut par quand même, et là je me suis replacé dans le contexte, je me suis dit, c'est-à-dire qu'à chaque initiation, ils se tapent un film muet de 3 heures sur la naissance de leur clan. C'est long 3 heures quand même. Ouais, c'est long. Hein. Mais du coup, voilà, constamment tout au long du film, il y a ce rapport très particulier à l'image qui était renvoyée des Noirs à la naissance du cinéma. Et il y a ce jeu qui, voilà, peut sembler très particulier, mais qui est, je pense, un peu nécessaire aujourd'hui de rappeler qu'à une époque, bah, le cinéma, c'était quand même pas un endroit où la parité, l'égalité, etc., c'était des choses qui étaient importantes. En fait, c'était très secondaire. Et le film, je trouve, le pointe de manière très juste. Parfois de manière violente. Ça nous rappelle quand même que nous, cinéphiles, des fois, on mate des films et on fait pas attention à ce genre de détails. C'est vrai. Mais en même temps, c'est bien de nous foutre le nez dans la merde, des fois, nous, les cinéphiles, de nous rappeler ouais, vous avez étudié ça en école de cinéma. Ça veut pas pour autant dire que le film est très bon dans son propos. C'est ça. Mais en même temps, c'est... Alors, j'ai pas vu en entier Naissance d'une Nation parce que... C'est long, La naissance d'une nation. Même moi, je t'avoue que j'en ai vu que des extraits. J'ai dû mater une petite heure du film, mais c'est très difficile de mater en entier La naissance d'une nation. C'est vraiment long. Mais j'ai l'impression, en fait, que tout en disant ça, Spike Lee reconnaît quand même une espèce d'histoire globale du cinéma, en fait. Ouais. Parce que... Il y a quand même une phrase dans le film qui souligne le fait que La naissance d'une nation a une importance cinématographique, mais il le replace dans son contexte et je pense que c'est peut-être un petit clin d'œil caché à appeler à replacer les films dans son contexte tout en considérant ce qu'ils ont apporté. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, comme Autant en emporte le vent, Autant Aussi, en emporte le vent, c'est un film qui est toujours limite, mais le fait de partir d'une séquence d'Autant en emporte le vent, ça montre quand même que Spike Lee veut rendre hommage à ses films et veut expliquer que d'un point de vue cinématographique, ce sont des œuvres essentielles qui font partie de l'histoire du cinéma, mais que d'un point de vue historique, ce sont également des œuvres qui font partie de l'histoire américaine parce qu'elles ont cristallisé à une époque des mentalités qui étaient représentatives de l'américain moyen, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est surtout ça qui est véhiculé par la mise en scène de Spike Lee, au-delà de l'expérimental, au-delà de l'aspect comique, au-delà vraiment de la force du jeu des tons. C'est aussi que le cinéma a un pouvoir qu'on ne soupçonne pas à la sortie d'un film. Et qu'avec le temps, c'est ça qui lui donne sa force. Do the Right Thing, c'est un film qui, avec le temps, est devenu une œuvre majeure parce qu'elle avait un message et parce que le message était véhiculé de la bonne manière. Et ça, voilà, c'est des choses qui sont compliquées en même temps. C'est pas facile quand tu regardes un film d'analyser ça et de te dire putain, ouais, c'est quand même un mec qui me rappelle que voilà, des fois je vais aimer une œuvre, mais que replacer dans son contexte, c'est une œuvre qui n'a pas forcément le même écho. C'est très fort, je trouve. De la part d'un cinéaste, c'est très très fort de jouer avec ça. Et ben, je te propose que nous passions au casting. Ah oui, très beau casting de ce film. Bon, après, forcément, on va en parler de deux en particulier, mais le casting a quand même au-delà d'Alec Baldwin. Déjà, ils ont été chercher des gueules pour les mecs du clan. Topher Grace. Moi, j'adore Topher Grace dans le rôle de David Duke. Oh, il a tellement la gueule, c'est assez exceptionnel parce que Topher Grace. Il a une espèce de voix ultra mielleuse. Ouais, en fait. Il a une tête de minet en fait, c'est génial. Mais quand tu vois la gueule qu'il a aujourd'hui, tu te dis qu'à cette époque-là, il avait vraiment une tête de minet. Quoi. Il devait avoir 25, 26, 27 ans, peut-être 30 grand max. Mais c'est impressionnant parce que, ouais, là, Topher Grace, qui, si vous vous souvenez bien, c'était le mec qui devenait Venom dans Spider-Man 3.
Sérieux? Oui, c'est lui, Putain. Christopher Grace. La vache. Et ce mec-là, moi j'adore ses chouettes carrières dernièrement. Il a joué aussi dans Under the Silver Lake, en plus. Mais il a un jeu qui est tellement subtil. Il est capable de t'enchaîner des séquences en étant, mais d'un cliché monstrueux. J'adore la séquence où les horror, ou horror. Nous les Américains, nous disons horror. Un Américain, un black, il va dire horror. Ouais. Horror. Ouais, il dit cette scène, mais moi la première fois que j'ai vu le film, il y a une scène qui m'avait fait vraiment pleurer de rire. Justement, cette scène-là où David Duke explique à Ron Stallworth la différence entre la prononciation des blancs et des noirs. Et ce qui est génial, c'est qu'on voit Ron Stallworth en train de se pisser dessus de rire. Ah oui, non, complètement. Mais tout le monde d'ailleurs, parce que Tout le monde, parce que oui, on voit. Oui, il y a un mec derrière au bureau, genre, il y a son chef de section qui en peut plus, quoi, qui entend horror et qui est en mode. Et la scène est vraiment bien foutue, mais cette scène-là, ouais, Topher Grace, ça joue à merveille. J'ai beaucoup aimé aussi Ryan Eggold et Jasper Pakkonen, qui sont les deux qui jouent les deux gros du Ku Klux Klan qui côtoient Ron Stallworth. Ouais, c'est-à-dire Walter et Félix. Walter et Félix, ouais. Ouais, qui sont Félix très particulièrement, il est. Félix, ouais, il a la gueule de l'emploi, le mec, et au-delà de Ah, ça, la bonne gueule du est redneck, excellent. hein, L'acteur est excellent. L'actrice qui joue sa femme aussi, elle est. Ashley Atkinson. Particulièrement Ouais. drôle. Mais elle, c'est une grande habituée des cinémas comiques, et je trouve que là, elle a vraiment un rôle où c'est presque temps de l'avoir, parce que d'habitude, elle tourne dans les comédies avec Adam Sandler, les trucs un peu péraves, etc. Là, elle a vraiment, mais elle joue super bien. Et puis forcément, il y a John David Washington et Adam Driver. Ouais, Adam Driver, moi, je le trouve vraiment bon. Parce qu'il a un rôle qui est pas forcément simple, parce que c'est un flic qui est juif, qui va se retrouver à infiltrer le Ku Klux Klan dans la peau de Ron Stallworth, mais vu que le Ku Klux Klan est aussi les juifs, il se retrouve un peu dans une position où il doit lui aussi faire face à une haine qu'il pensait pas avoir devant lui, et c'est très subtil la manière avec laquelle il le joue, parce que on nous montre un personnage qui au début s'en fout, et que au fur et à mesure que le film évolue, va se poser des questions sur ses origines, et va se dire, mais pourquoi il me haïssent autant Et c'est la manière avec laquelle il joue ça. Il y a notamment une séquence où il se rend compte qu'en fait, il fait très attention à son héritage depuis qu'il est infiltré comme ça. Et j'ai beaucoup aimé cette séquence-là. Il y a une vraie force. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi dans le rôle d'Adam Driver, c'est que ça joue aussi l'écriture, mais au niveau de la performance, il s'efface en fait. Il prend pas le. C'est un truc qu'on reproche parfois à certains films historiques sur des histoires de racisme, c'est que c'est les blancs qui sont partis de l'histoire-là et qui mettent en avant. Ça avait été reproché à Free State of Jones. Oui. Et là, Adam Driver est présent, il a un rôle important, mais il prend pas le pas sur le parcours du personnage sur principal. John David Washington, et sur le fait que c'est quand même un film qui est centré sur la question afro-américaine. Et c'est un personnage secondaire, et le film essaye pas de. Enfin, ça aurait été dans la perspective de toute façon. Oui, j'aurais mal vu Spike faire ça. Mais oui, même Adam Driver dans sa performance, il est très en retrait. Il est présent, mais juste ce qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et il laisse bien la part belle à John David Washington, qui est donc le fils de Denzel Washington. Ils ont de très bons échanges ensemble. Oui, et l'acteur est vraiment excellent. C'est la première fois, je crois, que je le vois à l'écran. Je l'ai jamais vu avant dans un film. Non, je suis persuadé d'avoir vu, mais je sais plus. Moi, je crois que c'est la première fois que je le vois à l'écran. Et je le trouve vraiment bon. Dès les premières minutes du film, il y a une super afro. Oui, ça c'est fantastique. La séquence où on le voit arriver, c'est. Oui, c'est le premier truc qu'il vérifie avant la police en fait. Et ensuite il rentre, mais même la première séquence, tu vois, qui peut être très simple, je trouve que la manière avec laquelle il la joue, elle est très subtile, parce que il joue un personnage qui est à la fois dans le militantisme et qui en même temps a surtout envie de bien répartir la balance de la justice. Et il y a beaucoup de scènes justement où il montre ça, où il dit « Mais je m'en fous, moi je suis flic, pourquoi vous haïssez les flics? Nous aussi les flics, on a envie que les choses elles soient bien réparties et que tout aille bien. Pourquoi vous voulez forcément que ça se finisse dans la haine ou dans le sang ?» Et mais il dissimule plein de petits trucs comme ça dans son jeu qui sont très subtils. Le fait que, genre, au début, il a un côté un petit peu maladroit, un petit peu. Qu'il donne son vrai nom. Oui, qu'il donne son vrai nom, le fait qu'il ait l'air parfois un peu malaise, c'est genre la scène où il a son entretien d'embauche. Oui. J'aime beaucoup le plan où, en fait, où, genre, vraiment, il est centré au milieu du cadre et, genre, il regarde la caméra et je sens qu'il est un petit peu mal à l'aise, qu'il se sent vraiment jugé. Et il a plein de petits tics de jeu comme ça qui construisent le personnage et qui sont jamais trop appuyés, qui sont très subtils. Et. Je voulais dire un truc, mais c'était catastrophe. Si, je trouve aussi que il arrive à créer vraiment beaucoup de complicité avec ses partenaires. Oui, et ça c'est pas toujours très facile. Avec Adam Driver et avec celle qui joue Patrice. Oui, c'est ça, avec tous les autres, enfin je trouve qu'il y a des... ils sont très très bons ces acteurs. Du coup, mon cher Colin, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Que retiendrons-nous
de BlacKkKlansman. Est-ce un des films importants de l'année? Est-ce peut-être un des films les plus importants de la filmo de Spike Lee? Est-ce vraiment le retour de Spike Lee? Alors, moi en ce qui me concerne, encore une fois, je connais pas forcément très bien le film de Spike Lee. Ça a l'air d'être un retour plutôt tranquille. Je te valide que c'est un bon retour. Je te Ouais. valide que c'est un bon retour. Et moi, je vais vraiment le garder comme des claquasses de l'année parce que c'était quelque chose que je m'étais fait en sortant de la première. Une réflexion que je m'étais faite en sortant de la première séance, c'est que c'est un film qui arrive à avoir un équilibre entre être extrêmement drôle et extrêmement violent dans ce qu'il raconte en fait. Mm. Genre, c'est. En même temps. Peut-être que c'est de l'humour qui va pas forcément parler aux gens et qui va mettre mal à l'aise, mais moi, il y a des scènes vraiment où je me suis tapé sur le bide parce que la scène finale où il révèle son identité à David Duke. Elle est exceptionnelle. Incroyable. Ah Ce plan où David Duke est tout seul dans son bureau et t'entends juste le. Ouais, ça. Et L'horloge à derrière. la fin, c'est vite. What the fuck? Et cette scène me fait pleurer parce qu'on sent qu'ils se sentent débiles, mais. Enfin bref. C'est un film qui montre la débilité et l'absurdité de la haine. C'est je pense. ça. Pour mêler ton aspect comique et violent, c'est la débilité et l'absurdité de la haine. Voilà, donc c'est un film où, pour moi, c'est un film où on se tape sur le bide et en même temps, en sortant, on se dit putain, quand même, je me suis pris une bonne claquasse quoi. Et ben, je suis d'accord avec toi. Moi, c'était pas une énorme claque, mais je me suis vraiment dit que Spike Lee avait réussi à retrouver toute sa verve créatrice et militante, tout en étant une œuvre qui peut être divertissante. C'est très compliqué, et on se dit toujours comment c'est possible de mêler un film qui soit militant avec du divertissement. Je pense que Spike Lee arrive très bien à cristalliser ça au cœur de ce film, tout en étant très subtil dans sa composition de l'humour, et en étant très minutieux dans sa manière de parler de la haine, et de ne jamais justement avoir cette chose qu'on lui a beaucoup reproché ces dernières années, faire un peu du racisme, de l'antiracisme, en étant vraiment, voilà, par exemple, en engueulant Tarantino. Je pense que Spike Lee a vraiment fait son mea culpa et a vraiment décidé de vouloir parler de quelque chose de beaucoup plus fort. Et ce quelque chose de Qui beaucoup va plus toucher fort, plus de gens, qui va toucher beaucoup plus de gens, c'est la haine ne peut pas engendrer la paix. Et la haine ne fera qu'engendrer la violence. Finalement, c'est pour ça que le film est bien, c'est qu'il arrive à mettre le doigt pile dans l'entre-deux. Et du coup, je pense que ça va parler à un public beaucoup plus large que juste les déjà convaincus. Parce que des fois, c'est un peu le problème avec les films très militants, c'est qu'au final, si on n'est pas convaincu par la cause à l'avance, on reste extérieur. C'est ça. Et Alors là, que je pense que même si vous trouvez que, je sais pas moi, j'ai pas d'idée de militant afro-américain qui me vient en tête, mais je sais pas, si vous aimez pas Malcolm X, par exemple, je pense que le film peut quand même vous intéresser. Parce qu'il y a autre chose derrière Parce que c'est simplement. plus large que ça. Ouais. C'est un peu ce que je m'étais dit en sortant d'Oak l'année dernière d'ailleurs. Mm. Voilà, c'est un film qui est pile au milieu Et qui cherche pas à être absolument. qui cherche pas à être absolument d'un côté, qui Ouais. montre juste des dérives et donc voilà, c'est trop bien. Restons sur ces belles paroles, mon cher Colin. Donc, vous l'aurez compris, on vous pousse à voir BlacKkKlansman de Spike Lee. C'est un grand prix très largement mérité au Festival de Cannes et c'est un excellent film. Merci, Colin, d'avoir participé à cette vidéo. En attendant la prochaine, bien évidemment, Évidemment. comme toujours. Sur ce, nous allons vous dire d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Plus.